Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte. Au sommaire de ce 22e numéro, l'essai de la seconde génération du Nissan Qashqai dans les montagnes de la région de Madrid, le tour commenté du circuit du Qatar au guidon d'une moto, la nouvelle Honda CBR 1000 RR, toujours sur deux roues l'essai de la nouvelle BMW R1200 RT en Corse, et enfin nous terminerons par l'essai du crossover Suzuki, le S-Cross 4x4, cette fois-ci en motorisation essence. Allez en route! Le Nissan Qashqai a déjà 7 ans, l'âge de raison. 2 millions d'exemplaires vendus plus tard, dont 165 000 en France, Nissan dévoile enfin sa seconde génération. Lorsqu'il est apparu sur nos routes il y a 7 ans, tout le monde s'est demandé ce que pouvait bien être ce Nissan Qashqai qui lançait rien de moins que la catégorie des crossovers. Depuis, même si le rejeton de Nissan reste le leader de son segment, la concurrence est engouffrée dans la brèche puisqu'on dénombre actuellement plus d'une douzaine de concurrents. Alors, pour continuer à truster la plus haute marche du podium, Nissan en garde l'esprit, mais change tout le reste. Alors c'est en effet une success story qui dure depuis maintenant 7 ans. On a la chance d'avoir 2 millions de clients au niveau mondial, dont 160 000 clients en France. Ce qui est étonnant avec Qashqai, c'est son cycle de vie qui a continuellement évolué au cours des années et qui ne s'est pas épuisé, contrairement à ce qu'on peut rencontrer sur le marché. Alors Qashqai, c'est un modèle qui a été introduit en 2007, donc plus qu'un modèle, c'est un vrai concept puisqu'on a introduit le concept de crossover dès l'année 2007. Dès le départ, ça a été un succès puisque les commandes ont vraiment explosé dès le départ. 2008, on a renforcé notre offre avec la commercialisation du Qashqai Plus 2, donc qui est la déclinaison 7 places. 2010, restylage complet des deux modèles, donc Qashqai et Qashqai Plus 2, pour continuer notre performance. Et aujourd'hui, on en arrive enfin au Qashqai deuxième génération sur ce début d'année 2014. Un vaste chantier qui se voit à l'extérieur avec un dessin nettement remanié. Profitant de la nouvelle plateforme de l'alliance Renault-Nissan, le nouveau Qashqai gagne près de 5 cm en longueur, s'élargit de plus de 2 cm et perd un peu en hauteur pour favoriser l'aérodynamisme. Le plus gros du travail s'est porté sur l'avant, avec un capot aux nervures nettement apparentes, des ailes galbées, avec des angles mis en exergue et une nouvelle calandre. Le grand V chromé qui trône au centre de l'auto devrait d'ailleurs se retrouver sur les futurs modèles de la marque, le Qashqai jouant à nouveau le rôle d'initiateur. On remarque aussi les imposants projecteurs avec les feux diurnes à LED, en flèche, et en dessous, un bouclier aux formes généreuses. De toute évidence, le nouveau Qashqai mise sur un dessin nettement plus dynamique que le premier du nom. On retrouve cela sur la vue de profil. En gagnant en longueur et en perdant en hauteur, il délaisse un peu le profil typé SUV pour se rapprocher de celui d'une berline haute sur pattes. L'arrière est par contre plus conventionnel. Les traits sont moins osés que ce qu'on pouvait attendre après la découverte de tout le soin apporté sur l'avant, même si les feux se démarquent tout de même. La marque japonaise ne s'est pas contentée d'un coup de crayon. La dynamique de conduite a elle aussi été nettement revue à la hausse sur ce véhicule qui pèse en moyenne 40 kg de moins. Le moteur 1,5 litre DCI de 110 chevaux qui anime notre Qashqai n'est pas nouveau, mais le châssis et l'amortissement le sont. Même la direction assistée est annoncée plus directe et réactive par Nissan, qui a greffé sur son crossover un contrôle actif de trajectoire qui intervient par toutes petites touches pour ne pas le percevoir. On a été vérifier tout ceci sur les routes d'une station de ski, toute proche de Madrid. Il est vrai que le roulis apparaît assez contenu et qu'on peut sans encombre enchaîner les virages à une allure correcte sans trop de risque de rendre malade toute la marmaille. Sur ces routes partiellement enneigées, le contrôle de trajectoire actif s'est effectivement montré très discret et à aucun moment n'est venu perturber notre périple. Ce ne sont pas les seules aides puisque Nissan a équipé le Qashqai de nombreuses assistances, dont l'alerte de franchissement de voie plutôt efficace lorsque la route se dégage.
Alors, le Safety Shield, c'est quelque chose qu'on va retrouver de manière très présente sur tous les modèles. Qashqai nouvelle génération réintègre également cet équipement, ce nouveau package technologique, dans une version beaucoup plus haut de gamme, avec jusqu'à 7 équipements majeurs qui vont venir renforcer le côté sécurité, mais également le plaisir de conduite du conducteur. On va notamment retrouver le système de reconnaissance des panneaux, des feux de route intelligents, un système d'alerte anti-collision et de freinage autonome en cas d'urgence. Vous allez retrouver également un système qui détecte la fatigue au volant, mais aussi un système de détection des objets en mouvement. Donc voilà, on a vraiment un contenu qui a été complètement enrichi et qui rentre dans le cadre de notre programme qui vise à avoir 0 accident à l'horizon 2020. On apprécie alors la réduction des bruits aérodynamiques, même si ce genre de carrosserie en génère toujours. La direction et le train avant, bien qu'améliorés, manquent par contre de remontée d'informations. On n'attend pas d'un crossover qu'il soit aussi incisif qu'une berline, mais certains concurrents sont plus précis lorsqu'on entre dans un virage à bonne allure, tout au moins lorsqu'on parle du ressenti au volant. À propos de ressenti, ou plus exactement de perception, une des grandes nouveautés de ce Qashqai est la qualité perçue à l'intérieur. On note tout d'abord la place offerte, plus vaste aux places arrière, aux genoux, comme en hauteur sous le pavillon. À l'avant, ces sièges qui paraissent presque banals ne le sont pas puisqu'ils intègrent la technologie Zero Gravity qui appuie équitablement sur tous les points de contact. C'est étonnamment confortable à l'usage. Côté équipement, la console centrale a totalement été revue avec notamment un grand écran tactile qui donne accès à tous les services. On remarque la disparition du frein à main au profit d'un frein de parking électrique qui laisse du coup de la place pour un rangement central toujours très pratique. Pour le style, un éclairage de couleur agrémente la base de la console. Au cœur du tableau de bord se niche un autre écran qui permet d'avoir le rappel d'un grand nombre d'informations sans devoir quitter la route des yeux. Toutes ces fonctions se manipulent depuis le volant assez simplement. Et si vous êtes perdu avec toutes ces technologies, une appli sur votre smartphone peut vous aider grâce à la réalité augmentée, à condition évidemment d'avoir un smartphone. Mais le plus intéressant pour les familles est la nouvelle modularité offerte par le coffre qui gagne un peu en volume par la même occasion, 20 litres exactement. Son plancher est en 2 parties, ce qui permet de le cloisonner facilement. On peut ôter totalement ces 2 parties très simplement et glisser en dessous la plage arrière si on a besoin de plus de hauteur. Plus classiquement, les dossiers se rabattent 1/3, 2/3, mais parmi les astuces du Qashqai, on remarque le plancher réversible avec une surface facilement lavable le jour où on transporte des VTT pleins de boue par exemple. Au final, le nouveau Qashqai crée forcément moins la surprise qu'en 2007. Les crossovers sont maintenant très nombreux sur le marché, avec pour chacun des petits plus pour se faire remarquer. Alors Nissan a chouchouté la seconde génération de son Qashqai pour faire perdurer le succès en travaillant sur tous les tableaux, et il faut reconnaître qu'en dehors d'une conduite pas toujours très dynamique, contrairement à ce que pouvait suggérer le style, cette nouveauté a de quoi séduire. Plus d'espace à bord, plus d'équipement, plus de confort, plus d'aide à la conduite, mais aussi plus d'euros. Pas trop tout de même au regard de tout ce qu'apporte le nouveau Qashqai dans ses bagages. L'avenir nous dira s'il reste le premier de la classe, en tout cas, il en a les moyens. On peut hésiter avec le nouveau Suzuki S-Cross 1.6 Litre DDIS de 120 chevaux à partir de 22 590 €, ou pour plus cher, le Peugeot 3008 1.6 Litre IHDI Fab de 115 chevaux à partir de 26 000 €. De notre côté, on aime bien le volume du coffre très fonctionnel, la qualité perçue globale améliorée et les équipements et les assistances proposés. On aime un petit peu moins la sonorité du moteur DCI toujours assez présente, le Qashqai qui n'est malheureusement pas disponible en plus 2, c'est-à-dire la version 7 places, et le dessin de l'arrière peu différenciant. On termine avec la fiche technique du Nissan Qashqai 1.5 Litre DCI 110. Il est disponible à partir de 23 990 €. Si vous optez pour le DCI 130 qui lui convient particulièrement bien, il faudra compter 28 240 €. Sa puissance est de 110 chevaux à 4000 tours par minute, son couple de 260 Nm de 1750 à 2500 tours par minute, ses émissions de CO2 ne sont que de 99 g par kilomètre, sa masse est de 1365 kg à vide, sa consommation mixte est de seulement 3,8 litres au 100, son volume de coffre débute à 430 litres, il passe le 0 à 100 en 11 secondes 9 et le volume du réservoir est de 55 litres.
Nous voilà au Qatar sur le circuit de Doha. Au guidon, c'est Léon Aslam qui va nous montrer les rapports et le régime moteur à avoir pour faire un bon chrono. Donc là, il sort des stands très vite pour arriver au premier virage à peu près à la vitesse où il aurait été après son freinage. Un premier virage qui se négocie en secondes. Une seconde qu'on maintient jusqu'au premier virage à gauche. Un virage très technique pour une simple raison, c'est qu'on ne voit absolument pas où on va. Et en fait, il s'enchaîne tout de suite avec un grand droit en pleine accélération où on va passer la troisième. Une troisième qu'on maintient jusqu'au double droit au bout. Le double droit, c'est un enchaînement de deux virages à 90 degrés, quasiment similaires, très peu de différence. Petite réaccélération qui nous emmène sur la seule épingle du circuit, une épingle à gauche que lui négocie en première, qu'on peut aussi négocier en seconde. Ça dépend de son feeling, de comment on rentre et où on rentre dans le virage. Un virage à droite qu'on passe en seconde à nouveau. Une seconde qu'on va maintenir dans les enchaînements de ces deux petits virages peu marqués mais finalement peu rapides. Encore une fois, la difficulté c'est d'avoir des repères sur ce circuit. Un virage à gauche un peu plus fermé qui débouche sur une grande courbe à gauche. En pleine accélération, on passe la 3, puis la 4. Pour arriver au bout à repasser la troisième et enchaîner un triple droit. Très technique puisqu'il n'y a encore une fois pas de repère. On arrive enfin sur un petit bout droit, un dernier virage à gauche, qui celui-là par contre est très simple, pour une fois il y a un repère et le virage n'est pas compliqué, et un virage à droite, un peu plus technique qu'il en a l'air, et qui conditionne la ligne droite des stands sur ce circuit de Doha. On repasse devant la sortie des stands et c'est fini pour le petit tour du circuit de Doha au Qatar. On se retrouve dans quelques instants pour la seconde partie de Terre d'asphalte avec des essais et des actus. A tout de suite. La petite pause est finie, Terre d'asphalte reprend la route pour la seconde partie. On commence tout de suite par un essai. BMW profitait du lancement de la nouvelle GS l'année dernière pour introduire son flat refroidi par air et liquide. Il arrive maintenant sur la RT. C'est au tour de la R1200 RT d'être logiquement revue. Sur nos routes depuis plus de 35 ans, la RT 2014 n'est pas qu'un restylage loin de là. Tout change. Un nouveau moteur air liquide, un nouveau châssis, un nouveau dessin ainsi qu'un équipement de confort et des aides à la conduite inédits. Côté design, la nouvelle R1200 RT s'est inspirée de la K1600. Son regard si particulier lui donne à la fois un air sportif et déterminé, notamment avec les feux diurnes ronds de chaque côté, mais l'étonnante optique qui s'incline en courbe n'est pas disponible, même en option. Le feu arrière et les clignotants sont maintenant à LED. Le dessin du carénage est plus dynamique et allégé en surface pleine. Même les valises semblent moins massives. Très protecteur de la tête aux pieds, cet imposant carénage est surmonté d'un grand pare-brise à réglage électrique qui possède une fonction mémoire, c'est-à-dire qu'il reviendra dans sa position à la mise en route. Très efficace, il déforme peu la vision de la route, ne génère pas de turbulence et ne vibre pas à vitesse élevée. Parmi les petites astuces, on relève les rétroviseurs qui peuvent se replier lorsqu'on accroche quelque chose. Bien entendu, on retrouve le vaste porte-paquet très pratique et les grandes valises qui peuvent contenir un casque intégral chacune et se verrouiller de façon centralisée, tout comme les deux vides-poches dans le carénage. Ceux-ci ne sont en revanche pas très pratiques d'accès sans bouger le guidon. Peu profond mais assez long, celui de droite a toute la connectique pour brancher son lecteur MP3 ou son iPhone. La grande et confortable selle est aussi plus basse puisque le triangle selle, guidon, repose-pied est abaissé de 2 cm pour rendre la machine plus accessible. Les grands gabarits pourront opter pour une selle plus haute. La RT partage son moteur avec la GS à quelques détails près.
On reconnaît l'admission à la verticale, les petites ailettes, le cardan à gauche et l'échappement à droite. On aperçoit nettement les grandes ouvertures noires dans le carénage avec les radiateurs et ventilateurs du nouveau moteur RO. Le flat de 1170 cm3 de la RT a quelques spécificités. En effet, les masses d'inertie du vilebrequin et de l'alternateur ont été augmentées et le rapport de transmission secondaire est plus long pour un usage GT. Un peu assagi en comparaison avec le bloc de la GS, mais nettement plus vif que l'ancien, il reprend sans faiblir des 2000 tours par minute et se montre particulièrement agréable de 3000 à 7000 tours environ. La plage est un peu plus haute que sur la GS, sans doute en raison du poids et de la transmission un peu plus longue. Quoi qu'il en soit, aucun à-coup n'est ressenti à la remise des gaz et la commande électronique de l'accélérateur se fait oublier. On relève également la forte diminution des vibrations et la disparition du couple de renversement. Légèrement plus docile que sur la GS, le flat offre une belle sensation d'allonge, une disponibilité importante et surtout une vivacité inédite. Cette mécanique est aidée par les nouvelles boîtes de vitesse et commandes d'embrayage plus faciles, rapides et discrètes en usage intensif. Le nouveau châssis tubulaire apporte un complément de rigidité et la nouvelle ergonomie donne véritablement l'impression d'être assis à l'intérieur de la moto. Chaussée de Metzeler Rotec Z8 Interact, la RT s'est montrée très agile dans les petits villages et aussi vive que précise dans les enchaînements sur les routes de Corse. Le freinage à montage radial à l'avant est incisif et facilement dosable. Le poste de conduite est totalement revisité pour afficher et donner accès aux innombrables informations. Entre les deux cadrans à aiguille se niche un écran TFT de 5,7 pouces en couleur et inclinable de 5 degrés selon votre taille pour une bonne lisibilité. La très grande majorité des fonctions sont accessibles sur cet écran et se pilotent à l'aide de la molette au guidon gauche. Sur le commodo du même côté, on trouve en plus des commandes standards, le régulateur de vitesse, une option à 324 € et la commande du pare-brise électrique. À droite sont placés les modes de conduite et la commande de verrouillage centralisé des rangements et valises. Ce bouton est à la place de celui des poignées chauffantes sur la GS. L'intensité du chauffage se règle via l'écran, c'est moins pratique mais plus fin puisqu'il y a désormais 5 niveaux au lieu de 2. La molette au guidon gauche et le bouton menu donnent accès à toutes les fonctionnalités très simplement, depuis la radio MP3 jusqu'à la navigation, en passant par les réglages de la moto, tout se fait en roulant du bout du pouce et de l'index. On relève au passage l'excellente intégration du GPS tactile, un navigateur 5, qui assure une parfaite lisibilité même au soleil ou sous la pluie. Il faut tout de même veiller à garder un œil sur la route, parce qu'on a vite fait de rester longtemps à regarder ses écrans en découvrant la moto. Au final, la nouvelle BMW R1200 RT est profondément remaniée. Moteur, châssis, équipement pour le confort et aides à la conduite, rien n'a été oublié pour ce millésime 2014. La nouvelle R1200 RT est plus confortable que jamais, mais aussi plus maniable que jamais. Grâce à un moteur vif et disponible, ainsi qu'une prise en main vraiment très aisée malgré son imposant volume et une masse non négligeable, elle saura combler les pilotes amateurs de voyage plus ou moins aguerris, quel que soit leur gabarit. Déjà largement plébiscitée par les amateurs de GT, la nouvelle RT devrait donner du fil à retordre à sa principale concurrente qu'est la Yamaha FJR 1300 de 17 699 € à 19 499 € selon ses déclinaisons. Seul le Shifter Pro ne nous semble pas une option indispensable, sauf si pour vous une GT doit être aussi capable d'une conduite très engagée. Pour le reste, il est difficile de lui trouver une lacune dans sa fonction de GT, même sur le tarif, puisque malgré ses nouveautés et ses équipements de série, les modes, l'ABS et l'ASC, le tarif de base n'augmente que d'un peu plus de 300 €. La RT est disponible de 18 141 à 21 933 € avec toutes les options. On peut hésiter avec la Yamaha FJR 1300A, AE ou AS et son 4 cylindres de 17 699 à 19 499 € ou la Triumph Trophy 1200 SE avec son 3 cylindres à partir de 18 950 €. De notre côté, on aime bien le moteur facile, disponible et vif à la fois, la maniabilité et la précision du châssis,
l'ergonomie et l'équipement proposé. Et on aime un petit peu moins le phare directionnel qui n'est pas disponible même en option, le shifter pro qui s'avère peu utile pour le tourisme, et la moto qui peut être un petit peu basse pour les gens un peu grands. On termine avec la fiche technique de la BMW R200 RT. Elle est disponible en février à partir de 18 200 €. Sa puissance est de 125 chevaux à 7750 tours par minute, son couple de 125 Nm à 6500 tours par minute, son frein avant comprend deux disques de 320 mm et les étriers sont à montage radial, le frein arrière un disque de 276 mm, le pneu avant est un 120/70 17 pouces, le pneu arrière est un 180/55 17 pouces, la hauteur de selle est de 805 ou 825 mm, ça se règle sous la selle en un tour de main, le poids est de 274 kg sans le plein et le réservoir est de 25 litres. Après les routes ensoleillées d'Espagne en fin d'année, nous voilà sur la neige de la Grande Odyssée pour tester le S-Cross en 4x4. Enfin pas tout à fait, parce que les presque 10 degrés trouvés en Haute-Savoie mi-janvier avaient fait fondre toute la neige de ces beaux paysages. Nous en avons donc profité pour essayer une autre motorisation et une autre transmission dans notre S-Cross. Le 1,6 litre essence de 120 chevaux, de même puissance que le diesel. Il est ici couplé à une boîte CVT, c'est-à-dire un variateur sur le même principe que ce qu'on trouve sur un scooter. Nous avons donc à l'intérieur un levier pour le mode drive et le mode manuel, ainsi que des palettes au volant pour bloquer un rapport en descente. Les moteurs essence et diesel revendiquent tous deux 120 chevaux. La différence n'est pas dans les 12 cm3 qui les séparent, mais dans la puissance disponible, très haut sur l'essence à 6000 tours par minute, et le couple qui n'est que de 156 Nm, 164 de moins que le diesel. Difficile alors pour ce moteur d'entraîner le CVT sans se faire nettement entendre dans l'habitacle. Les reprises manquent et c'est finalement au fond de la vallée avec une conduite douce qu'on en profite le plus. Ce binôme moteur-boîte n'est disponible qu'en 4x4 et sur le plus haut niveau de finition. Les 4 roues motrices, comme sur les autres motorisations, permettent un mode neige et boue idéal pour rouler sur les terrains glissants. Globalement, le nouveau S-Cross est plutôt convaincant. D'ailleurs, Suzuki espère bien renouveler le succès rencontré avec la Swift avec ce crossover compact, la catégorie en vogue en ce moment. Il nous avait fait bonne impression avec sa motorisation diesel et sa boîte manuelle, un peu moins avec cette transmission CVT, finalement peu agréable à l'oreille comme à la conduite, et proposée à partir de 26 990 €. Le S-Cross dispose d'arguments intéressants face à la concurrence, à condition d'opter pour le moteur diesel avec sa boîte de vitesse manuelle à 6 rapports qui s'affiche à 24 490 € en transmission 4x4. De notre côté, on aime bien l'équipement pour le tarif contenu, la transmission intégrale accessible et l'homogénéité globale de ce crossover. Et on aime un petit peu moins le style peu distinctif dans la catégorie, la finition intérieure un peu en retrait et le peu d'agrément de ce CVT. Et voilà, c'est terminé pour ce 22e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 21 février avec les essais de la nouvelle Yamaha MT-07 à Lanzarote, du nouveau cabriolet A3 à Tenerife et du nouveau scooter Kawasaki J300 au Portugal. D'ici là, bonne route à tous et à bientôt.